Jeanne Siménon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre père, Georges Siménon, l'auteur belge le plus lu dans le monde, qui fut extrêmement prolifique et qui est entre autres l'auteur de la série de romans policiers du commissaire Maigret. Alors vous gérez aujourd'hui et depuis 1994 l'exploitation de son œuvre et vous exercez son droit moral. Alors comment est-ce qu'on fait vivre une œuvre telle que celle de votre père, une œuvre magistrale et considérable, composée de grands classiques mais close ? C'est effectivement un problème réel en fait. Et donc il faut considérer que l'œuvre doit vivre non seulement à travers le livre, ce pourquoi elle a été créée, non seulement à travers le livre papier, mais qu'il faut utiliser tous les médias possibles, multiplier les possibilités de contact entre tous les lecteurs, enfin tous les, comment dirais-je, ou même spectateurs qui peuvent être intéressés par son œuvre. Donc il s'agit évidemment de susciter un maximum de coproduction, de production, pardon, d'adaptation, cinéma, télévision, etc. Et de chercher toujours de nouvelles formes d'exploitation. Alors, l'œuvre de votre père a donné lieu à 90 adaptations cinématographiques, 450 adaptations télévisuelles, ce qui est considérable. Et en France, l'imaginaire autour de Georges Siménon est nourri par ces adaptations. Alors, est-ce que ça a été, et est-ce que c'est une force et un avantage selon vous, ou est-ce que les adaptations cinématographiques et télévisuelles ont pu éclipser par moments une certaine partie de l'œuvre écrite de votre père ? L'éclipser, je ne crois pas, non. Parce qu'au pire, ce qui se passe, c'est que les gens ne feront pas le lien entre l'adaptation et l'œuvre originale. Donc c'est une occasion perdue, mais l'œuvre originale n'est pas éclipsée à proprement parler. En revanche, lorsque l'adaptation est réussie, ce qui est le cas le plus souvent actuellement, il est manifeste qu'avec une communication adéquate, on arrive à faire le lien et les nouvelles adaptations créent très clairement un potentiel pour de nouveaux lecteurs. Je pense en particulier aux dernières adaptations télévision que nous avons faites avec des acteurs qui, a priori, sont inattendus pour Siménon, qui sont aussi inattendus pour son public. Je pense à Laurent Gérard qui vient de terminer L'Escalier de fer. Je pense aussi à Bruno Solo qui a joué dans une adaptation de La Mort de Belle. Ces acteurs attirent de nouveaux spectateurs et donc de nouveaux lecteurs. Et je pense que c'est comment dirais-je, une opportunité qu'il faut saisir à chaque fois qu'elle se présente. Alors tout au long de sa vie et malgré son œuvre considérable, votre père refusait l'appellation d'écrivain, à laquelle il préférait celle de romancier, se considérant ainsi plus comme un artisan qu'un artiste. Alors pourquoi est-ce que cette distinction lui tenait tant à cœur, selon vous ? Vous venez en partie de répondre à la question, parce que justement, c'était une manière de s'affirmer en tant qu'artisan, et non pas en tant qu'artiste. Mon père se considérait comme un artisan. C'était un métier qu'il avait mis 10 ans à apprendre. On parle de sa facilité phénoménale, de sa capacité de production et de création étonnante, le fait qu'il écrivait en une dizaine de jours. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il a mis 10 ans à apprendre à le faire. Et il disait toujours, s'il fallait que je réfléchisse au moment où j'écris à la manière d'écrire une phrase, sujet, verbe, complément ou l'inverse, et que j'apprenne à écrire pendant que je suis en train de créer, ce ne serait pas possible. Je crois que c'est là une bonne leçon d'humilité pour tous les créateurs et tous les romanciers en particulier. Alors, votre père avait un style littéraire extrêmement épuré, dépouillé, et rythmé également. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette simplicité dans le style qui rend la lecture extrêmement agréable et prenante est le fruit d'un travail acharné ? Eh bien, elle est le fruit, effectivement, de 10 ans d'apprentissage. Il disait, en fait, que pendant ces 10 ans, non seulement il a appris à construire des intrigues, à construire des histoires, plus des histoires que des intrigues, puisqu'il a d'abord appris à construire des intrigues, puis des histoires, puis des personnages.
Mais il a aussi appris à les raconter d'une manière aussi simple et aussi directe que possible, si bien que pour le lecteur aujourd'hui, je dirais que il y a presque un lien direct entre l'œuvre et le cerveau sans passer par le phénomène de lecture. C'est-à-dire que les mots qu'il utilise évoquent immédiatement ce qu'il veut évoquer dans l'esprit du lecteur. C'est une de ses grandes forces d'ailleurs, c'est une des raisons je crois pour lesquelles ces livres perdurent encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'il décrit une voiture, il dit une voiture. Or, la voiture de 1930 ne ressemble absolument pas à la voiture d'aujourd'hui, de 2013. Mais nous, pour nous, nous projetons notre image de la voiture, comme le lecteur de 1930 projetait l'image de sa propre, des voitures auxquelles il avait l'habitude. Et c'est la même chose pour pratiquement toutes ces descriptions, par exemple. Donc, c'est une des raisons, je crois, dans la forme en tout cas, pour lesquelles son œuvre est restée aussi accessible et peut-être plus accessible que jamais. Alors, donc Georges Simenon est l'auteur de plus de 300 titres, dont 103 Maigret, avec 75 romans et 28 nouvelles. Et pourtant, malgré cette œuvre considérable, il disait qu'il était incapable d'inventer quoi que ce soit et qu'il se nourrissait et nourrissait son œuvre de ce qu'il vivait et de ce qui l'entourait. Alors, quand on est le fils d'un immense auteur qui utilise des éléments autobiographiques, comment est-ce qu'on le vit ? Au début, très mal. Quand j'avais 16 ans, pour moi, c'était insupportable. Parce que tous les petits éléments totalement négligeables, sans aucun intérêt pour le lecteur, qui en fait ne peut même pas s'imaginer que telle ou telle description ou telle chose provient d'un événement vécu ou ressenti par mon père. Ouais, évidemment, vivant à côté de lui, je reconnaissais tout, je voyais tout. Et j'avais l'impression, c'était particulièrement difficile en tant qu'adolescent. Les ados, on a besoin de se cacher, au contraire. On n'a pas trop envie de s'exposer. Et j'avais l'impression que toute la vie de la famille, toute la vie personnelle, la mienne aussi, était dévoilée ainsi au plus large public. Donc au début, c'était assez pénible. J'ai arrêté de lire ces romans lorsque je suis tombé sur un roman où le personnage principal, ou en tout cas un des personnages principaux, avait 16 ans, avait suivi des études latin-grec, mathématiques spéciales, était particulièrement intéressé par la généalogie des dieux grecs. J'ai dit, non, là, ça suffit, ça, c'était moi, évidemment, et j'ai arrêté. Et il m'a fallu une bonne vingtaine d'années pour vivre ma propre vie et redécouvrir en fait l'œuvre de mon père, non plus comme fils, mais comme lecteur. Et alors là, tout ce que je viens de décrire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la gêne se transforme en profondeur supplémentaire, puisqu'en fait, c'est comme si on rajoutait encore une dimension supplémentaire à l'œuvre elle-même que tout un chacun peut lire. Moi, je peux voir tout ce qu'il y a derrière et lier l'œuvre non seulement à ce que j'ai vécu en tant qu'expérience, mais aussi à l'éducation que j'ai reçue. Puisque, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui s'est beaucoup attaché à nous élever d'une manière aussi forte que possible. Et je retrouve les éléments de mon éducation dans les livres que je lis. Donc aujourd'hui, c'est un très très grand plaisir de pouvoir lire ces œuvres.